Ce que vous voyez là, c'est un groupe de personnes en train de manifester. Ils tentent d'interdire un concert, celui de Marilyn Manson. Si cette tentative va échouer et que l'artiste et son groupe du même nom se produisent bien sur scène ce soir-là, ce genre de manifestation obtient gain de cause à plusieurs reprises et de nombreuses dates de concerts de Manson seront tout simplement annulées suite à ces manifestations. Pire encore, certains États d'Amérique veulent mettre en place une législation interdisant à Manson de se produire chez eux, tandis que l'État de Caroline du Sud donne 40 000 $ à Marilyn Manson simplement pour qu'il ne vienne pas faire de concert dans l'État. Ses albums sont censurés aux États-Unis et une grande partie de l'Amérique le voit comme le diable incarné selon le Guardian. Et puis, en 1999, 2 adolescents entrent dans une école, y tuent 11 personnes par balle, puis se suicident, donnant lieu à ce que l'on appellera le massacre de Columbine. Et si vous pensez que ça n'a aucun rapport avec ce que je racontais juste avant, eh bien ça en a un, parce que Marilyn Manson sera accusée d'avoir poussé, à travers sa musique, ses 2 élèves à passer à l'acte. Mais alors, comment est-ce possible? Qui est Marilyn Manson et qu'a-t-il fait pour être aussi détesté aux États-Unis et accessoirement partout dans le monde? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Plongeons-nous dans l'histoire du rocker qui a traumatisé l'Amérique. Dans cette vidéo, j'utiliserai le nom de Marilyn Manson pour désigner l'artiste et non la formation musicale. Oui, parce que le groupe s'appelle Marilyn Manson et le leader s'appelle aussi Marilyn Manson. Enfin non, pas vraiment. En vérité, le vrai nom du leader, c'est Brian Warner. Et quand on regarde le début de sa vie, on n'a pas l'impression qu'il va devenir Marilyn Manson. Brian, c'est un garçon né en 1969 dans l'Ohio, d'une mère infirmière et d'un père marchand de meubles. Enfin, un marchand de meubles et ancien vétéran américain qui a participé à la guerre du Vietnam. Il a donc été exposé à l'agent orange, un pesticide extrêmement toxique déversé par l'armée américaine sur le pays. L'enfance de Brian est donc marquée par des tests physiques et psychologiques menés par un organisme gouvernemental afin de s'assurer que le contact avec son père ne provoque pas de conséquences négatives sur sa santé. Et il s'avère que non, Brian semble aller plutôt bien, c'est un garçon assez normal, il est un peu nerd, assez timide, fan de Donjons et Dragons et il se fait aussi pas mal harceler au collège. Et il ne fréquente pas n'importe quel collège puisqu'il est scolarisé dans un établissement privé et religieux. Assez rapidement, Brian va développer un avis sur la religion assez négatif qui le poussera à graver 666 sur ses livres de classe par exemple. Mais ce collège n'a pas que des mauvais côtés. Ce sont ses professeurs qui vont lui faire découvrir pour la première fois la musique en montrant de loin aux élèves les morceaux qu'il ne faut pas écouter, les morceaux proscrits par la religion. Sauf qu'évidemment, Brian va en tomber amoureux. Ça, c'est le début de sa passion pour la musique, mêlée à une envie de rébellion face aux dogmes imposés par la religion chrétienne. Heureusement, il va réussir à s'échapper de ce milieu qu'il déteste, puisqu'il déménage en Floride après le lycée et intègre l'université publique de Broward pour étudier le journalisme musical. À ce moment, Brian écrit de la poésie à côté des cours, il commence à écrire des articles musicaux et à mener des interviews avec des artistes dont des têtes d'affiche comme les Red Hot Chili Peppers ou encore Nine Inch Nails. Mais ça ne suffit pas à Brian, il a envie de faire sa propre musique et aussi d'attirer l'attention sur lui. Alors, il va former son premier groupe, Marilyn Manson and the Spooky Kids. Marilyn est une référence à Marilyn Monroe, une icône américaine, et Manson est une référence à Charles Manson, le tueur en série. Brian a ce nom en tête depuis un petit bout de temps, il se renomme ainsi et donne également le même nom à son groupe, il cofonde avec Scott Putesky. On est en 1989, la formation musicale se met en place et Manson commence à la promouvoir de manière assez agressive. Ils n'ont pas encore de morceaux enregistrés, ils n'ont même pas de batteur et pourtant
Manson se bat pour trouver des dates de concert et il y arrive. Très vite, la petite formation, dont les autres musiciens en dehors de Manson et Piutesky changent souvent, commence à se produire énormément et à attirer une vraie base de fans dans la région. Au départ, les prestations scéniques de Manson sont assez classiques, il est même assez timide, il n'ose pas trop regarder le public, mais assez rapidement, il prend la confiance et commence à devenir un peu plus extrême sur scène. Le groupe commence à s'habiller avec des habits de femmes, à brûler du matériel sur scène ou à mettre en place différents décors de scène assez choquants. Tout ça, c'est intentionnel et réfléchi par Manson en amont et ça plaît au public. Bientôt, sans même avoir autre chose que des démos hyper mal enregistrées, ils deviennent un groupe connu en Floride et même assez apprécié. Mais ça, c'est pas le but de Marilyn Manson. Lui, il veut beaucoup plus qu'une simple renommée régionale. Il veut être national. Peu de maisons de disques sont vraiment intéressées par son projet, sûrement parce qu'il est un peu extrême, mais c'est là que va intervenir un contact de Manson qu'il a rencontré à l'époque des interviews. Ce contact, c'est Trent Reznor, membre de Nine Inch Nails, mais également fondateur d'une maison de disques, Nothing Records. C'est lui qui va signer le premier vrai contrat professionnel de la carrière de Manson. À ce moment, le groupe se renomme, passe de Marilyn Manson and the Spooky Kids à juste Marilyn Manson, et le groupe se met à préparer son premier album. Premier album qui va poser le décor. Ce projet, c'est Portrait of an American Family, dans lequel Manson va principalement parler des problèmes de l'Amérique tout en se voulant profondément dérangeant. Par dérangeant, j'entends par exemple que le premier titre de l'album juste après le prélude commence par des cris de jouissance, par exemple. Mais c'est pas réellement ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce que reproche Manson à l'Amérique. Allant de l'interdiction des lunchbox, qui seraient soi-disant dangereuses, à l'assassinat d'un médecin par un militant anti-avortement au suicide public d'un homme politique, les textes sont violents mais extrêmement travaillés. Déjà à ce moment, si on se focalise juste sur les textes, on peut y trouver de nombreuses références, certaines faciles à deviner, mais d'autres beaucoup plus complexes et beaucoup plus nuancées. Il faut lire entre les lignes pour comprendre réellement ce premier projet. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Portrait of an American Family n'est pas un succès commercial incroyable, surtout par rapport à ce qui va suivre, mais il va quand même réussir à déranger une communauté, l'American Family Association, une, je cite, organisation conservatrice et chrétienne fondamentaliste qui n'apprécie ni l'album ni les représentations scéniques de Manson. Oui, parce qu'en parallèle, celles-ci deviennent de plus en plus visuelles. Il se met par exemple à se masturber sur scène, ce qui lui vaudra une arrestation en Floride. Tout ça, ça va pas plaire à l'American Family Association, qui va vouloir commencer à interdire les concerts de Manson. Mais si Portrait of an American Family pose problème, personne n'est prêt pour ce qui va suivre. Ok, on est en 1995 et Marilyn Manson va sortir Sweet Dreams, une reprise du titre original composé par Eurythmics. Ça va propulser le groupe à un autre niveau, mais c'est pas de ça dont on va parler. On va parler de l'album sorti l'année suivante, Antichrist Superstar, parce que c'est cet album qui va vraiment tout changer. C'est le premier du triptyque que va créer Marilyn Manson. Cet album est en quelque sorte symbolique. C'est une histoire, du premier au dernier morceau, qui raconte la transformation d'un être insignifiant jusqu'à son statut d'antichrist superstar. L'histoire débute avec un garçon appelé métaphoriquement Worm Boy, worm signifiant ver, comme un ver de terre, et faisant référence à l'état premier, l'état végétatif de l'être, comme décrit dans la philosophie de Nietzsche. Ce Worm Boy est oppressé par une éducation religieuse qui l'enferme et l'oblige à se conformer à des choses qu'il ne comprend pas ou ne valide pas. Métaphoriquement évidemment, le Worm Boy, c'est Manson, qui passe du petit garçon gentil et docile à l'homme que tout le monde craint. Au fil de l'album, qui lui-même se divise en 3 cycles, ce ver devient une créature puissante et autonome, qui se libère de tout ce qu'on a voulu lui imposer. L'album est rempli de métaphores religieuses, mais aussi de références philosophiques avec Nietzsche, de références politiques et économiques en évoquant le fascisme et le nazisme. Chaque chanson de cet album porte un message fort qui va totalement à l'encontre des valeurs de l'Amérique de l'époque. On est seulement fin des années 90, être aussi ouvert face à son rejet de la religion, être aussi violent et si anti-système dans une Amérique profondément croyante, ça ne passe vraiment pas. Il représente
tout ce que l'Amérique est censée profondément rejeter. Et pourtant, c'est cet album qui va faire exploser le groupe. Antichrist Superstar se vend à 7,5 millions d'exemplaires, accapare la 3e place du Billboard 200 et certifié platine. Bref, Marilyn Manson, bien que très controversé, est maintenant un artiste et un groupe reconnu mondialement dans le monde de la musique. Et ça va lui permettre de partir sur les routes pour une tournée mondiale. Tournée appelée Dead to the World Tour ou Mort Monde, et qui ne va pas arranger son statut d'artiste controversé. Le décor est une église vitrale de Jésus. Manson déchire les pages de la Bible sur scène, il se mutile et une partie du concert est une sorte d'imitation de rassemblement nazi. Bref, cette tournée les plonge au cœur de la controverse. L'Amérique et le monde entier est choqué par l'extrémisme du groupe, mais ça ne les empêche en rien de remplir des stades partout où ils jouent. Des millions de personnes se déplacent sur cette tournée pour les voir, c'est pas un phénomène de niche, Manson est devenu mainstream. Énormément d'artistes qui connaissent le succès grâce à un album ont tendance à tenter d'en faire un deuxième assez similaire, craignant qu'un changement musical quelconque brusque leur nouveau public, craignant de perdre leur notoriété. Eh bien, pas Marilyn Manson, qui va revenir sous un tout nouveau jour avec le 2e projet du triptyque, Mechanical Animals. Si l'album traite toujours de sujets religieux, l'axe principal de l'album change. Manson y évoque la robotisation des humains, la limite entre robots et humains, ainsi que l'effet abrutissant que la société de consommation produit sur nous. Petite parenthèse, on est en 1998. Fin de la parenthèse. Si pour l'économiste et philosophe Karl Marx, la religion était l'opium du peuple, aux yeux de Manson, c'est à présent les médias, le nouvel opium du peuple. Là pour endormir les consciences, là pour faire taire les rébellions, là pour faire oublier les vrais sujets de société. Niveau personnage, le Wormboy ou Antichrist Superstar de l'album précédent est remplacé par Omega, ce personnage blanc, hermaphrodite, représenté par Manson sur la cover de l'album, et qui sera bien évidemment censuré aux États-Unis. Omega représente la dualité ultime, d'un côté lucide de ce culte du divertissement omniprésent et de l'autre acteur de celui-ci, en étant une rockstar mondialement adulée. Parce qu'en effet, Manson doit jouer avec le fait qu'il est à présent ce qu'il critique lui-même, et ça, il l'assume totalement. Il déclare « Quand j'ai commencé à jouer sur scène, je pensais, comme tous ceux qui lancent une révolution, que je pouvais changer les choses. Ce que j'ai appris, c'est que ma révolution est devenue un autre produit. Cela ne changera pas le monde, ce sera juste une autre chose que le monde exploitera à ses propres fins. » L'image globale de l'album, que ce soit la musique, les visuels ou les clips, peuvent de loin sembler moins sombres qu'Antichrist Superstar, mais c'est faux. Mechanical Animals va même encore plus loin que le premier album, abordant le thème d'une humanité refusant sa propre condition. Et c'est ainsi que Marilyn Manson, avec ce 2e album sur lequel personne ne l'attendait, a encore renforcé son statut de rockstar. Enfin, de rockstar controversé. Parce que vous vous doutez bien que ce 2e album n'a pas calmé ses détracteurs, bien au contraire. America was founded on principles that are about God, about the Mosaic Law, and those things of which are right. And there's forces that are tearing those things down. D'une part, les organismes religieux sont outrés par tout ce qui concerne Manson. Les prestations, les albums, les textes, les clips, tout est problématique. Alors, ces organismes manifestent, notamment devant les salles de concert. Parfois, c'est un message pacifique, dans le style de « sauvons les âmes égarées », et d'autres fois, c'est clairement un message un peu plus violent, un message d'interdiction. Évidemment, se joignent à eux les parents. Bah oui, parce que quand les enfants commencent à se maquiller comme Manson et à hurler ses textes, ça inquiète les adultes. Une grosse partie de l'Amérique considère que Manson déprave la jeunesse, terme utilisé par le Guardian. Bon, en réalité, ça c'est pas un phénomène nouveau. Les adultes considèrent toujours plus ou moins que les goûts musicaux des plus jeunes sont mauvais et les considèrent toujours, plus ou moins encore, comme dangereux. Mais dans le cas de Manson, c'est quand même particulièrement marqué. Avec des associations de parents anti-Manson, un élève a même été menacé d'être expulsé de son lycée parce qu'il portait un t-shirt à l'effigie du groupe. Bref, vous avez l'idée, rien de vraiment nouveau. Parents understood what Elvis Presley was about either, or the Beatles, so it's nothing new, you know. I don't think I'm any more
controversial than they were in their time. Tout ça, ça pousse ces groupes à inventer de fausses rumeurs autour des concerts ou de la personne de Manson. Il y a par exemple des déclarations comme quoi Manson se livre à des pratiques sexuelles avec des animaux sur scène. Il ne dément jamais ces rumeurs, mais elles le rendent encore plus violent aux yeux de ceux qui ne l'écoutent pas, et tout ça entretient la haine. Et puis, évidemment, les hommes politiques vont s'en mêler. Joseph Lieberman, un sénateur, les qualifie comme peut-être le groupe le plus malade jamais promu par une maison de disques grand public. Comme je l'ai dit en intro, des États veulent mettre en place des législations pour interdire la venue du groupe dans les salles de l'État. Bref, tout le monde est concerné par la question Manson. Mais rappelez-vous, Manson, il est mainstream, il remplit des salles dans le monde entier. Ça veut dire qu'il a des fans. Et en fait, oui, il a même une grosse fanbase, des gens très très fans de lui qui portent ses t-shirts, se maquillent comme lui, et la majorité de ces gens, ce sont des adolescents. Ça s'explique assez facilement avec les mêmes phénomènes que pour d'autres groupes. D'une part, il y a la volonté de rébellion, d'écouter et d'adhérer à une culture auquel leurs parents n'adhèrent pas, et d'autre part, un peu plus profondément, écouter Manson donne un espace de liberté à ces adolescents pour leur permettre de se construire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous ces adolescents et adolescentes fans de Manson ne sont pas devenus des êtres antisociaux ou des tueurs en série. En fait, c'est juste devenus des adultes normaux, assez conformes. Cette période de leur vie leur a juste permis de s'exprimer et de se construire en tant qu'individus, comme beaucoup d'autres styles musicaux ou artistes ont pu le faire. Mais il y a quand même un gros problème du côté de Marilyn Manson. Lui, il fait ça pour choquer, certes, mais il n'est pas là juste pour être un divertissement ou même juste pour cliver. Lui, il a un vrai message à faire passer. Et que ce soit les ados qui l'admirent ou les adultes qui le haïssent, personne n'a réellement pris le temps d'analyser le message que veut faire passer Manson. There's nothing wrong with wanting to believe in a God because you're afraid to go to sleep at night or you don't know what's going to happen when you die. The only thing that I think is wrong is when people use that fear to suppress others and use that guilt to extort money from them and extort behavior from them. C'est très certainement du point de vue de la religion que le message de Manson a été le plus mal interprété. Comme il le dit lui-même dans l'extrait précédent, ce qui le dérange, c'est l'oppression de la religion et le fait qu'elle impose une morale aux individus. Ce qu'il fait lui, du coup, c'est utiliser les symboles de l'idéologie qu'il attaque pour mettre les gens en face de ce qu'il dérange. Il fait notamment ça avec le satanisme. En 1994, Manson est devenu membre de l'église de Satan, fondée par Anton LaVey. C'est une église satanique évidemment controversée aux États-Unis, mais Manson lui-même affirme, je cite, « Le satanisme est une satire de la religion. Il ne fait pas partie d'un culte satanique. Il dit lui-même que ce serait ridicule. » Son message, de manière plus globale, est très simplement un message visant à délivrer les gens des cases dans lesquelles la société les enferme. C'est pour ça notamment qu'il est un peu énervé de voir des fans, notamment jeunes, se maquiller comme lui. Parce que lui, le message qu'il véhicule, c'est « Apprends à être toi-même ». Mais les fans ne sont pas eux-mêmes. Ils veulent devenir comme Manson. Et ça, c'est l'opposé de ce que l'artiste prône. Think that our fans are just as mindless as, religion and things of that nature because they show up at the shows dressed up like me and things like that. À côté de ça, il interroge les limites de la liberté individuelle, notamment dans le clip de Long Hard Road Out of Hell. Il repousse en permanence les limites de ses propres questionnements et quand on creuse vraiment l'art de Manson, on tombe dans la profondeur de ses textes et de son message. Il est quasiment impossible de comprendre toutes les références de ses textes, tant elles couvrent de domaines. Elles sont artistiques, philosophiques, littéraires, historiques. Manson a un propos complexe et extrêmement nuancé dans le fond et au final même dans la forme quand on ne s'arrête pas à la première lecture. Mais à ce moment on peut se demander pourquoi il a choisi de grossir autant l'expression de son art, ce qui floute un petit peu son message. Et à ça, sa réponse est toute trouvée. Je voulais être le réveil le plus bruyant et le plus persistant possible, car il ne me semblait pas y avoir d'autres moyens de sortir la société du coma provoqué par son christianisme et par les médias. Certains groupes sont juste violents et choquants pour le plaisir d'être violents et choquants. D'autres ont un vrai fond, mais qui est trop complexe et trop nuancé dès la première lecture pour ne serait-ce qu'arriver aux oreilles du grand public. Manson, il a compris que pour faire passer son message, il devait trouver la forme qui toucherait le plus grand nombre de personnes. Son but, c'est choquer, mais choquer pour réveiller. Il est aussi très réaliste sur la manière dont lui-même est devenu un produit, mais c'était au final en partie un objectif, être entendu par le plus de personnes possible.
cible. Mais dans cette masse d'auditeurs, qui a vraiment compris le message qu'il voulait passer? Sûrement assez peu de personnes. Et évidemment, les médias continuent de ne faire ressortir que le sensationnel, que le négatif, le décrivant violent et satanique, et ça va prendre des proportions absolument démesurées. Il est 19h19, le 20 avril 1999, lorsqu'un premier bruit de balle retentit dans l'établissement scolaire de Columbine, dans l'état du Colorado. S'ensuit de nombreux tirs par deux adolescents, Eric Harris et Dylan Klebold. Une quarantaine de minutes plus tard, après avoir tué 11 personnes, les deux adolescents se suicident dans la bibliothèque de l'école. Ils viennent d'effectuer à l'époque la 3e fusillade scolaire la plus meurtrière des États-Unis. Très vite, les médias américains cherchent un coupable. Et qui de mieux que le mec satanique que tout le monde accuse d'être une mauvaise influence pour la jeunesse depuis des années? Ouais, les médias vont accuser Marilyn Manson. Ils répandent la rumeur selon laquelle les deux rumeurs sont fans de Manson, étaient maquillés comme lui et portaient ses t-shirts le jour de la fusillade. Tout ça est faux, les deux tireurs considéraient même la musique de Manson comme trop pop. Mais c'est trop tard. Le nom de Manson est irrémédiablement associé à la fusillade. Il est devenu le centre de la colère, du dégoût et de l'impuissance que ressent l'Amérique lorsqu'elle est confrontée aux preuves irréfutables de sa propre faillibilité, écrira le Guardian des années plus tard. Et en effet, avec le recul, c'est assez évident. Il était beaucoup plus confortable d'ériger Manson en bouc émissaire et de le faire porter à lui seul la responsabilité d'un crime atroce plutôt que de poser les vraies questions de société qui auraient trop profondément bouleversé l'Amérique. Et puis, comme l'a dit lui-même Manson, tant que l'Amérique peut trouver un méchant, tout le monde peut se sentir en sécurité. Lui, qui a tant dénoncé les médias, la simplicité et la déformation de leurs propos, se retrouve cette fois anéanti par eux. Au départ, il ne donnera pas d'interview pour ne pas leur donner ce qu'ils veulent. Puis, il apparaîtra dans le documentaire Bowling for Columbine de Michael Moore, dans lequel il s'exprimera pour la première fois en déclarant notamment ceci. If you were to talk directly to the kids at Columbine or the people in that community, what would you say to them if they were here right now? I wouldn't say a single word to them. I would listen to what they have to say, and that's what no one did. C'est trop tard. Manson le dira lui-même plus tard en interview, Columbine a détruit sa carrière. Malgré ça, il sortira Hollywood, terminant le triptyque commencé avec Antichrist Superstar. L'album connaîtra malgré tout un succès commercial, mais c'est à partir de ce moment que la carrière de Manson va décliner. Il aura d'autres succès commerciaux par la suite, mais il n'aura plus jamais la portée qu'il a pu avoir fin des années 90. Il sera accusé en 2020 d'agression sexuelle et de viol, bref, la chute totale sur tous les plans. Mais si le messager a sombré, ces messages, eux, résonnent encore très fortement plus de 20 ans plus tard. Et il y en a notamment un qui ressort particulièrement. Dans un monde où il faut résumer sa pensée en 280 caractères, dans un monde bruyant où il faut cliver en permanence pour ne serait-ce qu'espérer se faire entendre, dans un monde de plus en plus lisse où le choquant est devenu banal et où paradoxalement le moindre geste fait polémique, essayons de ne pas oublier la nuance. Essayons de ne pas oublier de toujours s'informer de manière différente, de lire entre les lignes et de ne pas oublier que le monde n'est ni noir ni blanc. I don't find most of it to be offensive. I think that it's provocative, but I think the images that I use kind of reflect the way I feel and reflect the music. And it's sad that some people can't appreciate things on that level, that they have to look at it as ugly or offensive when it's intended to be something to stimulate.